Dustin Poirier contre Nate Diaz. Eh oui, on pensait que c'était terminé, les gars, depuis le mois de novembre 2018. Et oui, ils devaient s'affronter tous les deux en co-main event de l'UFC 230. Malheureusement, blessure à la hanche pour Dustin Poirier. Bye bye, ce choc qu'on aurait tous aimé voir depuis Dustin Poirier a pris sa retraite au mois de juillet dernier. Mais ce n'est jamais complètement terminé en MMA, n'est-ce pas, Rust? En MMA, pour le coup, si, je pense, puisque ça y est, il a donc pris sa retraite et il a l'air de vouloir s'y tenir. Le gars Dustin, et puis bon, Nate Diaz, lui, il dit jamais trop non, mais pour l'instant, il a pas recombattu en MMA. Et parce que c'est en boxe anglaise qu'ils voudraient se rencontrer. Honnêtement, ce à quoi, perso, je sais pas pour toi, mais je suis pas vraiment, je suis plutôt chaud et j'y suis pas opposé du tout. Ah ouais? Ah ok, Ouais. et bah, petite, et bah... Ouais. Et ce serait donc chez Zuffa Boxing, et il faudrait qu'on parle aussi de Zuffa Boxing, parce que là, Dana White, il a eu des déclarations. En vrai, tu sais, tout à l'heure, quand t'as proposé le sujet et de parler de Zuffa Boxing, j'étais en mode, ouais, ça peut être intéressant parce qu'ils ont le nouveau deal avec Paramount. Mais c'est vrai que là, on va en parler. Dana White, visiblement, veut changer même le Ali Act. Enfin, ça peut aller loin, cette histoire. Ça peut aller très très loin, peut-être trop. C'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Dustin Poirier contre Nate Diaz, Alors, sur le papier, donc Dustin Poirier qui a balancé ça comme ça sur Twitter en réponse à des fans, Zuffa Boxing, 12 rounds contre Nate Diaz, c'est le seul combat que je prendrais parce qu'effectivement ça ne s'était pas fait contre Nate Diaz auparavant. Le seul truc qui m'embête, c'est que je trouvais ça tellement beau, la sortie de Dustin Poirier en MMA, et puis j'ai envie de dire, tu vois, sortie des sports de combat tout court, là il disait, bon bah c'est parti, là je vais me mettre à me charger tranquille, bon bah voilà, il allait être analyste, on a définitivement tourné cette page de Dustin Poirier en tant que combattant professionnel. Et c'est juste ça que je trouve dommage, c'est de me dire, après une telle sortie qui est parfaite ou presque, parce que oui, il y a la défaite contre Max Holloway, mais qui est presque anecdotique, on regarde du combat de fou qu'ils font, il sort sur My Way, enfin bref, tout était nickel chez lui, en Louisiane, on était trop bien. Et le fait que 2 mois et demi après, ils reviennent avec ça et dire, pourquoi pas un combat de boxe, c'est juste ça qui moi m'embête, parce que j'avais vraiment tourné cette page, j'étais en mode, c'est parfait tout ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. En fait, moi, ça me dérange pas parce que je vois ça comme deux mondes totalement séparés. En fait, pour moi, vraiment, il a sa carrière en MMA, c'est ce pourquoi on l'a connu. On l'a connu quand il était tout gamin, en featherweight, quand c'était le diamant et que machin. On l'a suivi toute sa carrière, toutes ses péripéties. Il a clos son histoire MMA avec ce super combat contre Max. Et en fait, après, pour moi, maintenant, ce qu'il fait là, ça n'apparaîtra pas sur son bilan de MMA. Ce sera de la boxe pro, j'imagine. Je pense pas qu'ils feront ça en exhibition. Mais je vois ça tellement comme deux univers séparés que pour moi, c'est un peu... peu importe, surtout s'il dit qu'il ne veut ne faire qu'un seul combat et après il arrête parce que... Et en plus, je cite, il le dit, parce que c'est Dustin Poirier, forcément c'est stylé, il le dit... Nathaniel, donc déjà il appelle Nathaniel au lieu de Nate Diaz, ce que je trouve génial, et il dit c'est le seul qui a réussi à s'échapper, je crois, c'est un truc comme ça. The only one that got away. The one that got away. Ouais, donc ce qui est très stylé, et voilà pour moi c'est... Vu que ça n'impacte pas du tout, je sais pas pourquoi je fais ce geste là comme si on fallait qu'on arrête l'enregistrement, mais vu que ça n'impacte pas du tout son bilan en MMA, moi je suis chaud en fait. Et en fait, je suis chaud aussi parce que c'est Nate Diaz. Si tu m'avais dit qu'il allait, je sais pas, affronter Jake Paul et que du coup, bah là, en fait, comme Jake Paul fait, je sais pas, peut-être 20 kilos de plus, il y a une chance qu'il se fasse éclater, j'aurais vraiment pas été chaud. Nate Diaz, c'est très prenable. C'est peut-être même que je favorise Dustin, mais c'est pas forcément sûr. Mais c'est pas un combat où il va vraiment risquer, je pense, beaucoup. Donc... Et l'autre chose qui est pas mal avec ce combat-là, et c'est le seul endroit où je dirais allez, let's go, c'est effectivement que ce soit Zuffa Boxing, que ce soit UFC BJJ, on ne parle pas évidemment de Power Slap parce qu'on ne veut pas de cette merde, mais c'est que avec l'empire que sont en train de créer le groupe WMI IMG et TKO Group sur les sports de combat, il y a des passerelles évidentes qui sont possibles. Et c'est vrai que là, Nate Diaz et Dustin, qui sont considérés comme deux des très très bons boxeurs du roster UFC, ce serait intéressant de les voir en boxe. En plus, deux gars qui sont, je veux dire, Nate Diaz
a-t-il déjà eu un prime? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste toujours plus ou moins en activité. Dustin Poirier, il affrontait toujours des tueurs à gages. Et donc, en ce sens-là, on aurait ce côté, oui, c'est deux combattants de MMA qui vont en boxe anglaise et donc dans un autre sport. Mais si vous vous dites, parmi les meilleurs dans cette discipline, lesquels vous aimeriez bien voir dans le noble art, bah moi, j'aurais dit Dustin Poirier et j'aurais dit également Ned Diaz, donc qui s'est d'ailleurs essayé contre Masvidal et contre Jack Paul. Donc c'est pour ça qu'en soi, ça ne me dérangerait pas. Et c'est vrai qu'en plus, que les mecs puissent se mettre bien financièrement et que Dana White puisse ouvrir un truc où tu dis, bon, on aurait une ligue à part avec les anciens, les vieux de la veille qui font ça. Et le fameux, on en a déjà parlé, Khabib contre GSP par exemple, dans l'UFC BJJ, je ne dirais pas non. Et donc pour ça, je serais assez favorable. Mais j'aime juste bien quand les mecs disent, je prends ma retraite, ça y est, c'est terminé, que ce soit effectivement terminé pour de bon. Et du côté de Ned Diaz, on sait qu'il est toujours actif, que ce soit là récemment, je crois qu'il avait répondu à call out plus ou moins Conor McGregor pour cette fameuse trilogie qui n'intéresse plus grand monde, hein, il faut le dire. Ouais. Donc voilà, donc c'est juste pour ça. Côté Dustin, moi où je me disais bon, mais c'est vrai que voir un Dustin Poirier combat de boxe anglaise sur le papier, c'est pas mal. Hein. Ouais, parce que Ned Diaz, en fait, moi je le vois comme ce qui s'est passé, les images terribles là, de Wanderlei Silva qu'on a vu au Brésil, là. Je le vois un peu comme ça, malheureusement. Je pense que Ned Diaz, il aura jamais fini avec les sports de combat en général. Mais tandis que Dustin, je lui fais plus confiance, tu vois, pour faire un dernier combat en anglaise contre Nate, parce qu'en plus, ça a du sens, ça fait longtemps qu'il en parle, et après, il arrête. Je plus sois complètement. Après, Wanderlei, c'est triste, mais alors, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Pour moi, en fait, comme c'était... En fait, ce qui est triste, c'est le fait que le mec se prenne un KO de l'espace et puis ensuite, là, vous voyez son visage complètement tuméfié et tout, mais en fait, il le voit pas venir, c'est une espèce de baston à 15 contre 15 dans un ring. Enfin, je veux dire, même un gars n'importe qui, hein, je veux dire, quand tu ne vois pas le coup venir et un mec qui met une espèce de patate de l'espace comme ça, au mieux, le gars allait être juste un petit peu ébranlé, au pire, c'est ce qui s'est passé pour Wanderlei. C'est juste ça qui m'a saoulé parce que quand j'ai vu l'annonce, ça avait l'air d'être un combat d'exhibition, ça avait l'air plutôt bon enfant, même si vous le savez tous, on en avait parlé avec Russ il y a de ça un an, Wanderlei avait quand même expliqué qu'il avait des symptômes de CTE, ouais. Et donc que c'est pour ça, lors du procès de l'UFC contre les anciens combattants de l'organisation, qu'il réclamait pas mal de sous. On ne voulait pas le voir prendre plus de dommages, mais on se disait, ça va plutôt être bon enfant tranquille. Ça s'est terminé absolument tout sauf tranquille, bon enfant, exhibition dans la joie et la bonne humeur. Ouais, en gros, c'est Wanderlei Silva qui faisait un combat de boxe anglaise. Donc Wanderlei, je crois qu'il a 48 ou 49 ans, contre un ancien champion du monde, hein, je crois, de boxe anglaise, ouais. Un Brésilien aussi, mais qui faisait c'est même pas genre, j'ai été regardé sur Tapology, il faisait 20 kilos de moins le jour du combat. Oui. Donc en gros, et Wanderlei a complètement manqué la pesée en plus. Enfin, vraiment, c'était à l'arrache, quoi. À l'arrache, en plus apparemment les deux équipes se cherchaient à moitié par message interposé. Pendant le combat, je l'ai pas regardé, mais d'après ce que j'ai lu, en tout cas Wanderlei a commencé à mettre des coups de tête au mec de boxe anglaise. Donc il a été disqualifié du combat, il l'a perdu par disqualification Wanderlei. Et après, il y a eu la bagarre générale. Je regardais un article tout à l'heure de MMA Fighting qui disait qu'en fait, c'est lorsqu'il y a eu l'annonce de la disqualification, et bien là, à cause de Wanderlei, hein, et ben là, il y a l'équipe de Popo Freitas qui est montée, qui a commencé à célébrer et à chercher un petit peu l'équipe de Wanderlei. C'est là que c'est parti en bagarre générale parce que dans le coin de Wanderlei Silva, il y avait Verdum, Fabricio Verdum, ancien champion UFC, et son fils Thor. Et puis un autre gars aussi, un coach, je crois. Et c'est là que c'est parti en bagarre générale. Et effectivement, il a pris un coup par le fils d'ailleurs de son adversaire du jour en boxe anglaise, Wanderlei Silva, et qu'il n'a jamais vu venir. Il s'est fait sortir, mais vraiment comme un cadavre. Enfin, c'était horrible. Les images étaient horribles. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, bon, c'est Wanderlei Silva. Je n'y croyais pas. Enfin, je n'y aurais pas cru parce que je ne savais pas que ce combat avait lieu avant tout ça. Hein. Je n'y aurais pas cru si on m'avait dit ce sera juste un combat sympa d'exhibition. Donc, en fait, moi vraiment là, tu vois, mais ça reste, oui, d'accord, on est en train de faire une digression, mais ça reste un peu, ça a du sens par rapport à Ned Diaz et à ce qu'on dit là, parce que il n'avait rien à foutre là, Wanderlei. En fait, et puis j'ai envie de dire, même si ça avait été une exhibition et que ça avait été en mode, oui, on n'y va pas au chaos, mais quand même, on se touche un peu. 48 ans. Il a des commotions cérébrales à un tel point que on ne sait pas jusqu'à quel point c'est sérieux, mais que, ouais, à mon avis, voilà, au niveau psychomoteur, ça commence à être très compliqué pour Wanderlei. Même à la touche, il n'y a pas à faire des combats d'exhibition. Il n'avait rien à faire là.
Et moi, c'est à la limite plutôt. Donc, tu vois, pour revenir à Nate Diaz contre Poirier, c'est plutôt là où ça me fait peur. C'est que déjà, son combat contre Jake Paul, j'étais pas rassuré du tout pour Nate Diaz. Il a tenu le choc, tant mieux pour lui. Il a Malgré même un montré. knockdown. Il a pris un knockdown, oui, quand même, effectivement. Mais ouais, voilà, il a quand même pris un knockdown. Donc en fait, on sait qu'il a un très gros menton, on sait qu'il est durable, tout ce qu'on veut Nate Diaz, mais enfin, il prend quand même des chocs à répétition. Donc, en fait, ce serait presque à la limite le seul truc qui me ferait un peu chier dans cette histoire, c'est que Dustin, lui, il a fait aussi beaucoup de guerres, mais on sait qu'il pourrait s'y tenir au fait que ce soit son dernier combat. Ce serait presque plus du côté de Nate Diaz, où déjà il a été se frotter à Jake Paul qui faisait je sais pas combien de kilos de plus que lui. Il a pris son knockdown, mais il a tenu quand même. Mais on sait qu'il s'arrêtera pas, Nate Diaz. Moi, c'est dans toute cette histoire, c'est le seul truc qui me fait un peu chier, effectivement, c'est le bail de si c'était la der des der pour les deux, assumé, parfait, mais ce sera pas le cas pour Nate, quoi. The Last Dance. Bon, avant d'entamer, Rusty, le volet Zuffa Boxing, petit point sur NutriPure, les gars. Tu veux quoi? Tu veux qu'on parle des Barco Covani? Allez, parlons des Barco Covani. Naturel, c'est bio, c'est made in France. Il n'y a que 7 ingrédients et vous les connaissez tous. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% cagnoté pour votre prochaine commande. Bref, bangers on bangers, enfin bangers. Turbo classique sur turbo classique. Pendant turbo classique, Rusty, là, on est en mode lifestyle avec Wicked One. Rusty, vous regardez-le. Enfin, c'est censé être oversize, mais quand on est aussi énorme et sec, c'est presque moulant. Voilà, c'est presque moulant. Moi, j'ai la gamme normale de la ville. Code la sueur, vous avez moins 20% sur tout Wicked One, les gars. Et donc oui, Zuffa Boxing. Dana White avait annoncé qu'il y avait de grands projets sur Zuffa Boxing, dont un deal. Il avait commencé sa classique story avec lui fumant un cigare. Grosse annonce. Après, oups, les gars, je me suis trompé de jour. Et donc là, ça y est, l'annonce est donc sortie. Il y aura 12 événements Zuffa Boxing pour l'année 2026, tous diffusés sur Paramount+, qui devient le partenaire providentiel de TKO Group, puisqu'il diffuse, vous le savez sans doute, à partir de l'année prochaine et la fin des pay-per-view, tous les événements UFC, et donc de grandes ambitions pour Dana White et Zuffa Boxing, puisqu'il n'y aura tout simplement pas de ceinture de toutes les autres fédérations, que ce soit WBO, WBC et j'en passe. Ce sera les ceintures de Ring Magazine et la ceinture Zuffa Boxing. Ouais, et en gros, voilà, c'est pour ceux peut-être qui ne connaissent pas trop, la raison pour laquelle ils font ça, c'est ils ne veulent pas reconnaître les ceintures, parce qu'il y en a genre 4 différentes, je crois, WBO, WBC et tous les IBF, tutti quanti. C'est justement pour... en fait, ce qu'ils veulent, c'est créer un peu un UFC de la boxe anglaise où il n'y a qu'une seule entité dans laquelle tous les combats ont lieu, et donc ils commencent à tranquillement mais vouloir dégager un peu toutes ces ceintures qu'ils estiment comme étant des ceintures parasites. Et évidemment, au-delà de dire tout ce qu'on pense, tout le mal qu'on peut penser de toutes ces fédérations, c'est également une question financière, parce que quand il y a des très gros combats, par exemple la WBC va prendre 750 000 $. Donc forcément, si vous n'avez pas les ceintures en jeu, vous n'avez pas ces sommes-là à dépenser. Et en plus... mais en fait, il y a énormément de choses. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, mais il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte en fait dans cette annonce et dans le fait que dans ce que commence à donner comme information Dana White et tous les gens qui travaillent dessus sur ce que sera Zuffa Boxing, parce que il y a tout le volet, la manière dont ce sera articulé, parce que en fait là, ils ont l'air de dire que il y aura Zuffa Boxing, qui est une entité dans laquelle il y aura des combats et un système, une structure un peu à la Contender Series de l'UFC. Donc, c'est-à-dire que ce seraient des combattants qui viennent pour être un peu testés pour leur début de carrière avant de rentrer dans le grand bain. Et voilà, si on comprend un peu et si on de leur communiquer, on comprend à peu près que c'est un tremplin Zuffa Boxing pour ensuite que les combattants aillent sous l'égide de Turki El Alchik pour les plus gros événements, donc qui se veulent les plus gros événements de la planète boxe anglaise, mais qui seraient gérés par Turki El Alchik et son truc au Riyadh Season, etc. et les plus gros événements de boxe anglaise comme on les a vus là depuis quelques années. Donc il y a ça qui serait un peu le système. Il y a le truc, il y a aussi le bail de, en fait, il y a ce qu'on appelle le Ali Act aux États-Unis, qui est, en fait, c'est une loi fédérale. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc ça s'applique à tous les États et si tu es un État, quel qu'il soit, tu dois appliquer ce truc-là théoriquement et il te revient de l'appliquer. Et c'est un truc qui
va honnêtement complètement à l'encontre de la manière de faire du business selon Dana White et l'UFC. Parce que, alors j'ai été re-regardé tout à l'heure, mais en gros, c'est des trucs en mode, tu dois déjà montrer toutes les payes, tu dois être ultra transparent sur tous les paiements que reçoivent les combattants et les promoteurs. Rien que ce petit truc-là de l'onglet du Ali Act, ça fout la merde pour Dana White. Et d'ailleurs, parce qu'on rappelle qu'à l'UFC, aucun des paiements ne sont donnés en fait. On ne sait pas combien gagnent exactement les combattants, à part dans quelques pays, parce que là la commission l'exige. On ne sait pas combien gagnent les combattants, on ne sait pas combien se font exactement toutes les personnes qui sont dans les événements lorsque ceux-ci ont lieu. On sait pas. On a généralement le gate, c'est-à-dire on sait combien est-ce que l'UFC a gagné grâce aux ventes de tickets de la salle, mais on ne sait pas beaucoup plus de choses. Avec le Ali Act, tous les managers, les combattants, etc., tout le monde doit révéler, ça fait partie de la loi donc, doit révéler tout ce qui est paiement. Après, tu as aussi tout un truc qui empêche les contrats coercitifs, c'est-à-dire des contrats où, grosso modo, on te dit si tu prends pas ce combat-là, voilà ce qu'on peut faire pour te mettre des bâtons dans les roues, des machins, des espèces de menaces en fait. Et on ne sait pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais l'UFC était assez célèbre pour avoir fait ça, notamment du temps de Joe Silva, des énormes coups de pression comme ça pour accepter des combats et des contrats. Donc ça, dans le Ali Act, c'est interdit aussi. Après, tu as tout le truc en mode... Il y a aussi, ouais, voilà, c'est ça, un truc où tu dois avoir une justice pour les classements et qui obtient les title shots. Alors que bon, bah pour l'UFC, on le sait, ils font ce qu'ils veulent et donc c'est un peu celui qui rapporte le plus de bif normalement qui obtient le title shot. C'est pour ça qu'on a des mecs comme Ankalaev, comme Movsar Evloev, etc., qui doivent attendre des plombes Merab avant d'avoir leur title shot parce qu'ils ne rapportent pas assez d'argent. Bah ça, avec le Ali Act, ça passerait beaucoup moins. Et puis ensuite, le dernier truc, c'est qu'est-ce que ce serait? Il y a ce fameux truc de le promoteur ne peut pas être aussi manager du boxeur. Oui, c'est ça, la séparation des rôles. Et c'est ça l'autre gros problème pour l'UFC, parce que vous voyez bien que l'organisation, enfin, ils ont tous des managers, les combattants, mais officieusement, c'est également l'UFC qui est manager et promoteur de chaque événement. Et donc c'est vrai que pour eux, ça les emmerde particulièrement. Et même si Dana White, il a dit, j'ai rien contre le Ali Act, j'ai rien contre le Ali Act, mais bon, faudrait changer deux, trois choses. Trois choses. Non mais attends, c'était énorme. Il a dit exactement. Moi, j'ai rien contre le Ali Act, j'adore le Ali Act parce que ça part de très bonnes intentions. Et effectivement, c'est non seulement des très bonnes intentions, mais c'est vraiment un truc qui protège et sauve les combattants de se faire grosso modo embrigader dans un système de mafia en fait. Donc c'est pas que des bonnes intentions, c'est vraiment un truc qui est énorme, le Ali Act, et heureusement qu'il existe pour les boxeurs. Et du coup, Dana White fait non, vraiment, moi j'ai rien contre le Ali Act, ça part de très bonnes intentions. On va rien changer du Ali Act. On va rien changer du Ali Act. On va juste rajouter des trucs. Ah, ok. Mais ce qui est énorme, c'est tellement incroyable de dire un truc comme ça parce que, bah, déjà, en fait, par principe, si tu rajoutes des trucs, tu le changes, déjà. Et en plus, je ne suis pas avocat de métier, mais je suis pas persuadé quand même que si, par exemple, tu vois, mettons, allez-y, on prend sur la transparence des salaires ou sur la séparation des rôles entre manager et promoteur, si jamais, tu vois, pour les salaires, par exemple, tu as un truc en mode, bah, tu dois révéler absolument tous les salaires des combattants, en fait, si tu rajoutes, donc tu modifies pas, si on suit la logique de Dana White, tu rajoutes, sauf dans tel ou tel cas. Bah en fait, du coup, tu peux, en ajoutant des choses, faire en sorte de ne plus jamais avoir à être transparent sur les salaires. Enfin, c'est du langage d'avocat, mais c'est une évidence pour moi qu'ils vont douiller là-dessus. Et c'est pour ça que c'est hyper dangereux, parce que Dana White, il a eu une phrase qui était assassine et qui est passée crème, hein, mais c'était j'aime bien le Ali Act, mais comment il a dit ça? Mais c'est un obstacle au business. Alors là, les gars, quand vous entendez ça, ouf! Vous pouvez être sûr que les intentions derrière, bah, c'est d'en faire un UFC, quoi. Et après, moi, le truc qui se passe avec le Ali Act, et c'est là où moi je me pose juste des questions, c'est que j'ai l'impression que l'UFC en fait quand même beaucoup pour quelque chose qu'ils vont pouvoir contourner assez facilement, parce que Rusty l'a très bien dit en préambule, c'est une loi fédérale américaine, Turki Al-Alchi qui est partenaire de tout ça.
si vous faites votre événement en Arabie Saoudite, Riyadh Season par exemple, il n'y a pas de Ali Act. Ou si vous faites ça aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de Ali Act non plus. Donc on pourrait très bien avoir un truc où, comme ils l'ont déjà fait pour des très 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 gros chocs, par exemple les Usyk Tyson Fury, que les plus gros combats se fassent en Arabie Saoudite. Le temps que, le temps que tout ça soit résolu, tu vois, le temps que tout ça soit résolu. Ouais, et bon alors là, bon, je veux pas rentrer dans des théories du complot, mais en plus, on peut imaginer, effectivement, c'est pas de la coercition, mais tu sais, un bail pour les États-Unis, de faire comprendre tranquillement, gentiment, on discute, on est là, on parle, mademoiselle, mais de faire comprendre que si vous voulez qu'on amène notre business qui peut être juteux aux États-Unis, peut-être que ça peut valoir le coup de modifier la loi. Peut-être, je sais pas. Bon, ça s'appelle du lobbying, ça s'est déjà vu, c'est bien connu. Peut-être que. Bah, même du côté de l'UFC d'ailleurs. Pour faire accepter l'UFC petit à petit, où ils dépensaient énormément en termes de lobbying. Et sans toutes ces dépenses de lobbying de la part des frères Fertitta, on n'aurait pas l'UFC là où elle en est aujourd'hui. Mais c'est pour ça. Et donc, je ne serais pas étonné que le but, effectivement, ce serait de créer un modèle qui marche peut-être dans un premier temps et ensuite de faire levier auprès peut-être, c'est quoi, c'est le Sénat qui modifie les lois. On va pas faire semblant. Là, ça dépense notre champ de compétences. Hein, ça dépasse largement ça le dépense. Ouais. Ça le dépense salement. Comme dirait Sean Strickland. Mais bon, on régresse au lieu de on digresse. Ouais. Le truc aussi, c'est et Dana White a commencé à en parler, c'est il y avait une bonne relation, une bonne ambiance entre Dana White et Eddie Hearn. Là, visiblement, tout ça a pris du plomb dans l'aile. J'attends la réponse des autres gros promoteurs et j'espère qu'ils ne resteront pas les bras croisés parce que là, on est quand même dans un truc où vous avez les ambitions de Dana White, la machine TKO Group qui vraiment, quand on regarde même avec une entité comme la WWE qui existe depuis de nombreuses années, il y a vraiment eu un avant-après dans ce qu'ils ont réussi à faire. Vous avez l'ambition de Dana White, la machine TKO Group, code crédit illimité avec Turki Al-Sheikh, ça fait vraiment beaucoup pour se dire les mecs vont réussir à être arrêtés comme ça. Et en plus, Dana White aujourd'hui avec l'influence qu'il a, enfin vous regardez, Khamzat Chimaev ne pouvait plus entrer sur le territoire américain. Dana White, on regarde de sa relation avec le président Donald Trump, pas de problème, c'est parti. Donc là vraiment, et plus Dana White qui est au bord de méta, littéralement tous les voyants sont ouverts pour l'UFC. J'ai du mal à me dire les gars vont réussir à sortir les doigts, surtout dans un environnement où ils n'ont jusqu'à maintenant pas réussi à faire des vraies grosses alliances durables. Pour moi là, va vraiment falloir qu'ils se disent, c'est Oscar de la Hoya, Frank Warren et Eddie Hearn, on se met tous les quatre ensemble et on essaye de faire front contre l'UFC. Enfin, pour moi vraiment, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, sinon ils vont se faire bouffer, mais... Bah en fait, ouais, je pense aussi, et sans être un spécialiste, tu vois, du modèle et du business de la boxe anglaise, en fait, moi, de là où je suis personnellement, hein, de mon promontoire de crétin, mais l'argent qu'a le groupe TKO, et surtout l'argent qu'a Turki Al-Sheikh, en fait, quoi que tu veuilles faire à côté, et quelles que soient les idées que tu aies, parce que Eddie Hearn, c'est quand même un génie de la promotion, tu vois, Frank Warren, je le connais un peu moins, mais quel que soit c'est moins notre pote quoi, on n'a pas c'est un peu moins notre sauce, ouais. On fait un peu moins des barbecues tous les samedis quoi. Ouais. Mais quelles que soient leurs idées, à partir du moment où tu as, comme tu disais en fait, un mec qui a crédit illimité en la personne de Turki Al-Sheikh, son groupe, ses holdings et le groupe TKO, et qu'en plus, au-delà de crédit illimité, parce que sinon, putain, ça fait vraiment enculé, tu vois, de dire ça, mais sinon tu peux faire aussi des bails de Bellator ou de PFL où ouais, t'as de l'argent, mais c'est compliqué quand même parce que les idées, le code crédit illimité ne suffit pas. Là, c'est vrai que, quoi qu'on en pense, t'as quand même Dana White, t'as quand même des mecs dans la boucle qui ont de l'expérience dans la promotion au plus haut niveau mondial et qui ont montré que ce qu'ils faisaient marchait. Bah effectivement, je suis curieux de savoir comment ils vont faire parce qu'il y a un espèce de... Là, c'est vraiment un mood, hein, c'est une vibe, c'est du domaine de l'abstrait, mais il y a quand même cette sensation avec tout ce qui est mis en place là qu'il y a un vent du changement réel. Les trucs se mettent en place et c'est concret sur qui est dans la boucle. Et vu que Turki Al-Sheikh a déjà prouvé qu'il avait mis en place les plus gros combats que tout le monde voulait voir depuis des années déjà, c'est lui qui a la main en fait. C'est lui qui a montré que oui, bien sûr, tout ce qu'il fait est à perte, hein, évidemment, mais il s'en branle et il le fait. Et c'est pour ça que Dana White, code crédit limité, un mec comme Turki Al-Sheikh qui a déjà commencé à changer la boxe anglaise, il se passe un truc
truc, effectivement, qui fait que moi, je commence effectivement à me dire que ouais, ils peuvent effectivement être la révolution de la boxe, peut-être. Hein. Nous allons suivre ça avec attention. Et en plus, hein, il sera peut-être le mot de la fin. Vous vous souvenez, Dana White avait déjà été sur Zuffa Boxing en 2017. Donc ça veut dire que c'est un projet longuement, mûrement réfléchi de la part de Dana White et de toutes ses équipes et qui sont lancés au moment où ils se sont dit là il y a une brèche, on va commencer à y aller à fond. Et puis pareil, tu vois, je me dis un mec comme Dana White, le Marc Shapiro qui s'occupe des finances de TKO Group, tu commences pas à parler du Aliac comme ça si t'as pas déjà des trucs qui ont été entamés parce que à mon avis tous les promoteurs précédents ont essayé de mettre des douilles au truc, mais il n'y avait aucune chance qu'ils fassent quelque chose vis-à-vis de ça. Là, si tu commences à le dire en conseil administratif, en interview, visiblement, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà entamées. Bref, Rust, on se retrouve très vite. Oui ? Oula. Non, en fait, j'hésitais à le dire parce que c'est pas hyper important, mais il a précisé aussi, Dana White, les combattants pourront combattre soit sous le Ali Act, donc j'imagine pour les événements qui seront faits aux États-Unis, soit sous notre version du Ali Act. Donc en fait, ça veut dire quand même, pour être précis, que pour les trucs qui auront lieu probablement en Arabie Saoudite, ils se réservent donc la possibilité de faire leur propre version où ils auront pas modifié, rajouté des choses au Ali Act, mais pour pouvoir dire aussi, c'est horrible, hein, c'est machiavélique, mais c'est malin, pour pouvoir dire que même en Arabie Saoudite, c'est sous le Ali Act, mais juste le Ali Act avec une petite astérisque, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ils sont forts quand même. Hein. T'es good. Too good to be true. Un petit peu comme Oli Molly, les gars. À chaque fois qu'on boit, on se dit, comment c'est possible? Code là sur 5. Moins 5 € sur votre première commande. Que ce soit les milkshakes, les thés glacés, les boissons de réhydratation. Plein de saveurs. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10, moins 10%. Bye.